Eh bien, écoute, merci beaucoup Mathieu, merci à My Cancer Network pour cette invitation et puis aux partenaires pour nous permettre de réaliser ce deuxième webinaire en ce qui me concerne. Donc, je suis Richard Cottiot, je suis psychologue de formation et sexologue. J'exerce au CHU de Rouen en service d'urologie depuis 2010 et depuis 2018, à la suite de mon DU de sexo que j'ai réalisé à la fac de médecine de Lille. Je suis installé aussi en cabinet libéral privé sur la clinique Mathilde à Rouen. Donc voilà, je garde une part d'activité hospitalière qui me permet d'être au plus près de l'accompagnement des patients qui sont atteints de cancer, du coup urologique, donc rein, vessie, prostate, entre autres, donc évidemment les cancers masculins, plus particulièrement parce qu'on a des patients qui sont malheureusement atteints de cancer de la prostate. Ça, on en entend beaucoup parler, puisqu'il y a du dépistage qui est assez fréquent par rapport à ça, notamment chez les hommes après 50 ans. Mais je vais y revenir tout à l'heure, on a aussi les cancers du testicule et les cancers du pénis, dont on entend beaucoup moins parler. Donc voilà, l'objectif de ce soir est de faire un petit tour un petit peu de tout ça, sur le même format que ce qu'on a fait le mois dernier pour la sexualité féminine et les cancers, ou en tout cas les cancers féminins et la sexualité. Donc, je crois qu'on est parti et en tout cas, bonsoir à tous les auditeurs et merci d'être là. Donc, ça tombe bien comme au mois de novembre avec November sur la sexualité, sur la santé masculine, on va parler peut-être un peu, on va commencer voilà par le dépistage et justement le rapport à l'intime. Euh, Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai gardé la moustache. On en rigolait tout à l'heure avec Mathieu. Le fait de porter la moustache au mois de novembre, c'est une façon justement d'interpeller les gens et de sensibiliser sur la question du dépistage. Alors, ce qui est compliqué dans le dépistage, en tout cas des cancers masculins, c'est que les hommes, beaucoup d'hommes, en tout cas pas tous évidemment, beaucoup d'hommes ont des représentations qui peuvent être assez fermées sur les questions de santé, sur les questions de dépistage. Probablement quelques phénomènes qui sont hérités de l'adolescence, du moment où on rentre dans cette forme de toute puissance, où on a l'impression que rien ne peut nous arriver. Et c'est quelque chose qui peut persister très longtemps chez les garçons, notamment parce qu'il y a ce sentiment de virilité, de masculinité, de quelque chose qui laisse à penser qu'un homme, ça doit être fort, un homme, ça doit être dur, un homme, ça doit résister à la douleur, etc. Donc ça ancre énormément, et c'est évidemment une construction qui n'est pas bonne pour les hommes, mais ça les ancre énormément dans l'idée qu'il faut du coup se montrer vaillant, et que quand on a mal, du coup, c'est pas forcément bien vu de se plaindre. Alors, ça change évidemment, les mentalités changent, mais en fonction des générations et des niveaux socio-éducatifs, on peut retrouver ce type de pensée de manière très importante. Et d'ailleurs, on sait, si on s'intéresse un petit peu à l'espérance de vie chez les messieurs, il y a une différence de quasiment 10 ans entre l'espérance de vie chez les hommes qui sont d'un niveau plutôt cadre par rapport aux hommes qui seraient d'un niveau ouvrier sur le plan socio-économique. Donc, c'est dire aussi qu'en fonction de là où on vit, de là où on grandit, de nos métiers, des personnes avec lesquelles on est en interaction, eh ben, on a peut-être plus de chances d'être soutenu et porté vers le fait de prendre soin de sa santé, ou au contraire, de plutôt laisser les choses passer. Le deuxième problème qu'on va avoir, c'est que dépister les cancers masculins renvoie à une question d'intimité, qui est un vrai sujet aujourd'hui dans notre société, et c'est un sujet qui est très paradoxal. Pourquoi? Parce que on rigole tous des petits garçons qui adorent se balader tout nus avec leur pénis à l'air, surtout l'été, parce que quand on commence à apprendre à marcher et quand on veut apprendre la propreté, c'est toujours un peu rigolo de laisser les jeunes dans la nature. Mais à partir d'un certain moment, cet organe génital, le pénis notamment, va être frappé un peu du tabou et finalement, exposer son organe génital, c'est toujours malvenu. Et c'est d'autant plus malvenu s'il est en érection. Donc il y a une espèce de, comme ça, de petite ambivalence dans notre société entre le fait de décrier le pénis, en même temps le fait de le rejeter, et en même temps le fait que ça reste quand même malgré tout un organe génital, que la plupart des hommes en sont porteurs, et de fait, ça va entraîner des représentations particulières. Je vous dis ça aussi en rapport avec le fait qu'on a beaucoup moins de scrupules à exposer certains corps de femmes, et notamment les poitrines, à travers, alors on a parlé d'Octobre Rose,
Ça gêne pas beaucoup de montrer des torses de femmes avec un sein en moins, avec des cicatrices. Il y a un militantisme qui se fait autour de ça. Mais probablement qu'on n'aurait pas l'idée de montrer un homme amputé du pénis ou amputé des testicules. Alors évidemment, pour ce qui est de la prostate, ce serait plus compliqué à montrer, mais ça n'empêche que il y a deux poids, deux mesures de ce côté-là. Donc, les hommes portent quand même énormément un certain tabou sur leur propre organe génital, et aussi parce qu'il y a probablement, et ça c'est une hypothèse que je fais en parallèle, une espèce de petite angoisse de, c'est difficile de dire si c'est une forme d'homophobie intériorisée, est-ce que c'est une forme de rivalité en mode compétitif, mais pour qu'un homme aille montrer son organe génital à un médecin, qu'il soit homme ou femme, et c'est peut-être encore des fois un peu plus dur pour les hommes si ce sont des femmes et des jeunes femmes en face d'eux, mais du coup, aller montrer ses organes génitaux quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, peut-être aussi parce qu'on communique moins sur ces aspects-là, mais aussi parce qu'il y a cet aspect, euh, le sexe de l'homme, souvent, moi je l'ai entendu dire un certain nombre de fois en consultation, par des femmes notamment, de dire le sexe de l'homme c'est moche. Alors évidemment, il y a aussi des femmes qui considèrent que leur sexe est moche. Mais voilà, il y a toujours ces espèces de discours qui n'incitent pas les hommes à peut-être regarder un petit peu plus leur organe, et autrement que de le regarder sur un aspect de sexualité et de performance. Et ça, c'est vraiment un autre point. Peut-être que j'en referai une parenthèse tout à l'heure. Alors, ce que je voudrais dire par là, c'est que dans le dépistage, il est très important d'avoir un discours de réassurance, parce que si les cancers masculins sont dépistés rapidement, précocement, ça va plutôt bien se passer dans l'ensemble, quel que soit le type de cancer, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et j'ai envie de dire, après, montrer son organe génital ne devrait pas être une difficulté. Néanmoins, il y a quand même une barrière dont je voudrais vous parler, et qui, à mes yeux, représente un frein qu'on pourrait ne pas avoir aujourd'hui dans la société, mais c'est l'organisation de la médecine qui veut ça. C'est qu'aujourd'hui, une femme peut aller voir un gynécologue pour les questions en rapport avec son organe génital, ou elle peut aller voir une sage-femme, donc ou elle peut aller voir son médecin traitant aussi, parce qu'il y a un certain nombre de médecins traitants qui font des capacités de gynécologie. Donc une femme peut avoir 3 interlocuteurs potentiels pour aller aborder ces questions de l'intime. Alors que chez l'homme, le parcours de santé oblige l'homme à passer d'abord par un médecin traitant pour pouvoir ensuite avoir le sésame, l'ordonnance pour aller voir l'urologue, pardon, ou éventuellement l'andrologue quand c'est directement plus ciblé sur les aspects de masculinité. Et ça, je pense que ça représente un frein objectif pour un certain nombre d'hommes, alors évidemment pas tous, et ceux qui n'ont pas peur d'aller voir leur médecin généraliste pour leur parler de leurs problèmes intimes seront moins en difficulté que ceux pour qui c'est déjà difficile d'aller voir le médecin généraliste, qui est peut-être le médecin de famille, qui est peut-être le même médecin que leur épouse ou leurs enfants. Il y a peut-être des choses dont ils ne voudraient pas parler, peut-être par crainte d'une divulgation du secret auprès de leur propre famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait forcément un frein de plus. Et même si les consultations des urologues sont déjà bien chargées, il est probable que peut-être certains hommes qui ont des difficultés dans leurs organes génitaux auraient un peu moins d'appréhension s'ils savaient qu'ils allaient voir directement le spécialiste concerné. Parce qu'après tout, et dans la majorité des cas, quand vous avez sur votre organe génital ou une grosseur ou un bouton qui est un peu étrange et qui dure depuis un certain temps, c'est pas très compliqué d'imaginer qu'il va falloir à un moment donné aller voir un médecin, et c'est probablement plus intéressant à ce moment-là d'aller voir directement l'urologue. En tout cas, c'est une idée, peut-être pas bonne. Mais je pense que ça compte un petit peu. Puis le dernier point que je voudrais aborder dans cette introduction, c'est la question de la temporalité, parce que le dépistage, on n'a pas besoin de faire les mêmes dépistages aux mêmes âges. Par exemple, sur le cancer du testicule, on a surtout besoin d'essayer de le dépister quand on est plutôt jeune, parce que c'est plutôt un cancer de l'homme jeune, on va dire 16, 25, 30 ans, alors que le cancer de la prostate est majoritairement plutôt un cancer de l'homme vieillissant. Mais je vais mettre un bémol là-dessus, parce que dans ma pratique professionnelle, même si voilà, le service d'urologie au CHU, c'est un centre référence régional, donc évidemment, on va avoir des situations de patients qui sont peut-être un petit peu plus graves que dans d'autres cliniques ou services.
Mais du coup, j'ai déjà eu à accompagner des hommes de 35, 40 ans, 45 ans qui avaient déjà un cancer de la prostate. Donc, c'est dire que ça peut quand même toucher à différents âges, et notamment même pour le cancer de la prostate, finalement un peu plus jeune, même si ça reste très rare. La moyenne d'âge est quand même plutôt autour de 60 ans pour le cancer de la prostate chez l'homme. Et puis le cancer du pénis, là c'est aussi un cancer plutôt chez l'homme vieillissant, qui peut être de deux natures, soit du papillomavirus, soit un cancer de type épidermoïde, donc un cancer de la peau. Et là c'est quand même plutôt, plutôt tardif. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi les cancers de l'anus chez l'homme. On a tendance à moins en parler, mais ça concerne quand même les hommes qui ont une activité sexuelle avec des hommes et qui ont une position à être pénétrés, pour lequel on peut aussi retrouver du papillomavirus comme origine de ce type de cancer. Alors du coup, finalement, chez les garçons, à tous les moments de la vie, on peut avoir besoin de faire ce type de dépistage. Et donc, c'est important de connaître un petit peu les gestes. Mais probablement que, ouais, si je vais en parler maintenant, ça va être plus simple parce qu'on est dans la page dépistage. Donc, pour les questions de testicules, il y avait une vidéo qui avait été très bien faite par des collègues québécois qui prenaient l'exemple de tenir un hamster entre les mains. C'était assez amusant comme vidéo à faire. Et donc, ils expliquaient bien comment il fallait faire attention avec l'objet. Donc, le testicule, pour faire un dépistage, il suffit simplement de prendre son testicule entre trois doigts et de vérifier en roulant le testicule à l'intérieur de la peau des bourses. Très légèrement, il ne faut pas appuyer parce que sinon ça peut faire mal, pour s'assurer que le testicule est toujours d'une forme plutôt oblongue, un peu lisse. C'est un peu un haricot un peu long et un petit peu rond. Et il ne faut pas qu'il y ait de grosseur, il ne faut pas qu'il y ait de gêne ou d'induration ou de douleur excessive au palpé. Sur le dépistage de la prostate, principalement, ça va se faire par une prise de sang et par un toucher rectal qui est fait par les médecins. C'est vraiment très important, je le précise parce que c'est pas tout le monde qui est autorisé à faire un toucher rectal. Et donc, c'est à ce moment-là, le médecin va venir examiner le contour de la partie postérieure de la prostate pour vérifier qu'elle reste souple et régulière. Et puis, pour le cancer du pénis, le plus simple, ça reste quand même de regarder visuellement et d'observer si le gland, le fourreau, s'il y a un décalotage qui se fait facilement. Il y a un certain nombre d'hommes qui ont des problèmes de décalotage. Pareil, il ne faut pas attendre avec ça, hein, parce que c'est des problématiques qui peuvent durer et qui peuvent être un facteur d'infection locale qui peuvent être gênantes, et notamment pour la sexualité, évidemment, mais aussi pour soi-même. Et puis en ce qui concerne le cancer de l'anus, alors c'est là où, en général, si on a une douleur ou une gêne au niveau anal, comme c'est une zone qui est très innervée, on va vite le sentir. Éventuellement, en s'essuyant, s'il y a des traces de sang, on peut voir qu'il peut y avoir une anomalie. Et puis l'autre chose que peu d'hommes font, comme peu de femmes font, c'est aussi se regarder l'intime avec un miroir. C'est pas interdit de le faire. Finalement, dans les consultations, quand j'en parle à certains patients, des fois on fait des yeux grands comme ça. Mais après tout, c'est important de se connaître sous tous les angles. Et autant quand on se regarde dans un miroir, on peut se voir et même se regarder dans le dos, etc. Mais souvent, on ne pense pas à se regarder le dessous des parties génitales. Et bien pourtant, il suffit de s'accroupir par terre, de mettre un miroir en dessous et de regarder. Ça peut être instructif, au moins de savoir en temps normal à quoi on ressemble d'en bas, en sachant que ça pourrait être utile de pouvoir expliquer ce qui a changé si on doit aller voir un médecin par la suite. Voilà un petit peu. Je pense que j'ai fait le tour sur les aspects de dépistage et je m'excuse si j'ai oublié des choses. Alors si, juste une petite chose, pour le cancer du testicule, on peut aussi faire des prises de sang avec des dépistages, notamment de l'alpha-fétoprotéine, qui est un marqueur tumoral du testicule. Mais ça, c'est vraiment plus avec les médecins qu'il faut voir ça, puisque c'est plus leur rôle, en tout cas, d'expliquer et de prescrire les prises de sang. Alors, on avait quelques chiffres à partager, d'études que tu voulais partager avec nous. Tout à Donc, fait. les voilà. Bon, là, c'est une étude qui date un petit peu comme, en fait, comme pour le premier webinaire, j'ai gardé les mêmes sources. Là, on était sur l'étude Vican 2, donc la vie 2 ans après un cancer qui avait été réalisé en 2012. Et vous voyez la longue barre qui correspond à la prostate. On voit qu'à peu près 30%, un peu plus de 30% des questions de sexualité sont abordées dans le cancer de la prostate par les soignants. Et on va dire à peu près un bon 25%
où c'est les patients eux-mêmes qui abordent ces questions de sexualité. Ce qui est notable dans cette étude, c'est que par rapport à l'ensemble des autres localisations cancéreuses, la question du cancer de la prostate prenait beaucoup de place finalement dans le discours ou des patients ou des médecins quand il s'agit de parler de la prise en charge de la maladie sur le plan de la sexualité. Et ça, c'est finalement plutôt très rassurant parce que ça veut dire que globalement, quand on a affaire à un cancer de la prostate, on en parle. Et c'est quand même plutôt une bonne chose. Néanmoins, vous voyez, dans la liste des autres types de cancers, on ne parle pas du tout du cancer du testicule et encore moins du cancer du pénis. Alors, pour avoir mes collègues avec qui je peux en discuter dans le service, quand il s'agit du cancer du pénis, évidemment, on en discute énormément parce que de toute façon, l'organe en lui-même étant visible et risquant l'amputation, de fait, il va y avoir des changements importants dans la sexualité. Et j'en redirai un petit mot tout à l'heure. Et puis pour le testicule, là pareil, ça n'apparaît pas, mais majoritairement, ça entraîne moins de conséquences sur la sexualité dès lors qu'on garde au moins un testicule. Donc en tout cas, ce tableau pour dire qu'il est intéressant de constater que dans le cancer de la prostate, on en parle énormément des questions de sexualité. Et je pense, j'aurais pas de mal à dire que depuis que je suis dans le service, j'ai l'impression que mes collègues en parlent vraiment de plus en plus. L'autre étude était sur l'étude de VICAN5, donc 5 ans de vie après le cancer. Et là, on avait des chiffres. Alors, ce sont les mêmes que sur le webinaire consacré à la sexualité féminine. Donc on va les commenter assez rapidement. La capacité à avoir un orgasme a diminué après la maladie. Sur l'étude VICAN 2, on était à 50% des patients qui s'en plaignaient. À VICAN 5, donc 5 ans après, on est à 53%. Donc il y a une légère augmentation. Pas des masses non plus. Donc ce qui laisse à penser que finalement la fonction se stabilise. La fréquence des rapports sexuels a diminué depuis la maladie. On était à 60% à l'étude VICAN 2. On est à 64,5% à l'étude VICAN 5. Donc on voit que finalement, avec le temps, il y a une réduction de la sexualité. Alors, il faut aussi avoir conscience que ça, c'est une réalité des couples dans la vie. C'est-à-dire que si on s'intéresse à la fréquence des rapports sexuels chez les couples entre 30-40 ans, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, on voit de toute façon qu'il y a cette diminution qui est naturelle chez les couples, et notamment chez les couples de longue durée. Les couples de courte durée, les couples qu'on fait sur le tard, évidemment, répondent moins à ces critères. Et le fait de dire au cours de ces 2 dernières semaines, je n'ai pas eu de rapport sexuel, là aussi, on a une légère augmentation au fil des années. Et ça va bien dans le sens aussi de ce que j'étais en train de vous expliquer sur la réduction de la fréquence des rapports sexuels. En tout cas, on voit que ce sont les 3 chiffres qui étaient significatifs sur l'évaluation de ces aspects-là de la sexualité. Sur la diapo d'après, du coup, ce qu'on va avoir en principale plainte chez les hommes en termes de conséquences sur la sexualité, ça va être une dysfonction érectile. Cette dysfonction érectile, c'est vraiment le symptôme chez l'homme du trouble sexuel. Et cette expression du trouble sexuel, elle peut avoir un certain nombre d'origines, et notamment, et on n'y pense pas forcément beaucoup, parce qu'il y a là encore des représentations sur lesquelles les hommes sont très attendus, et notamment beaucoup de gens pensent qu'un homme, ça a toujours envie. Alors non, un homme, ça n'a pas toujours envie. Un homme, ça peut être aussi stressé, ça peut être fatigué. Peut-être que certains hommes ont toujours envie, mais c'est pas toujours le cas. Néanmoins, alors pour la petite anecdote, c'est quand même intéressant de le souligner, c'est que quand même l'hormone qui soutient le désir sexuel chez l'homme, qui est l'hormone de la testostérone, est une hormone qui est quand même assez stable sur le plan de la sécrétion corporelle. C'est une hormone qui augmente un petit peu pendant la phase intra-utérine pour permettre la différenciation des gonades chez l'enfant, pour faire qu'un petit garçon, du coup, ait des organes génitaux de petit garçon. Et puis ensuite, le taux de testostérone va rester très 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 bas pendant toute la période de l'enfance. Et à partir de la puberté, ce taux de testostérone, il va augmenter de manière constante et régulière jusqu'à arriver à une asymptote vers la trentaine. Et à partir de la trentaine, ce taux de testostérone va légèrement diminuer au fil du temps. Donc, ce qui fait que ça reste une hormone qui est quand même très très stable. Et alors, pour le coup, envahissante chez les adolescents et les jeunes adultes, c'est ce qu'on appelle l'emprise pulsionnelle, où là, oui, l'augmentation fréquente du taux de testostérone amène les jeunes hommes à avoir un désir fréquemment entretenu et renouvelé, ce qui peut même être pour eux gênant au quotidien, parce que
bah, avoir une érection des fois en plein milieu de journée avec un minimum d'imaginaire ou de stimulation visuelle, ça peut être particulièrement gênant. Les garçons qui sont allés à la piscine au collège ou au lycée connaissent très bien ça, de se retrouver excité ou en tout cas en état d'érection en plein milieu de la piscine, bah, c'est devant les autres, c'est pas une épreuve facile à surmonter, chose que les filles vivent moins, en tout cas moins de manière apparente dans leur corps. Et puis, en tout cas, comme ce taux diminue très lentement dans la vie, on a peu de variations, sauf quand il y a un déficit androgénique qui peut arriver soit par rapport à l'âge, soit par rapport à un problème au niveau des testicules. Cela dit, du coup, pour l'anecdote, j'ai un couple qui est venu consulter et cette dame me confiait, mais docteur, vous vous rendez compte, enfin, elle m'appelle docteur, mais je suis pas docteur, elle me dit, mais vous vous rendez compte, ça fait 40 ans qu'on est mariés avec mon mari, ça fait 40 ans qu'il a envie de moi tous les jours. Et elle était un peu mi-amusée, mi en détresse, parce que finalement, elle, qui ne vivait pas une telle stabilité dans ses envies et ses désirs, et notamment avec des variations hormonales qui étaient importantes, et particulièrement après la ménopause, je pense qu'elle avait du mal un petit peu à concevoir que son mari puisse toujours la désirer de la même manière. Et moi, ce que je trouve ça vraiment beau et assez extraordinaire, c'est que finalement, cette femme, dans leur vie de couple, ils ont quand même traversé des épreuves, ils ont eu des enfants, leur corps à tous les deux ont changé, elle aussi a vieilli, il a vieilli, ils ont pris des habitudes et finalement, avoir toujours ce même désir après tant d'années, moi je trouve que ça fait partie des choses assez extraordinaires de la vie. Allez, je referme cette parenthèse pour vous dire que même si beaucoup d'hommes ont un désir qui est plutôt très constant, il arrive que certains hommes aient un peu moins de désir. Quand on a une atteinte sur le plan cancer masculin, il peut arriver qu'on ait besoin de certains traitements, et notamment des traitements hormonaux. Ça peut rentrer en ligne de compte. Mais les troubles du désir chez l'homme peuvent être autant psychogènes, avec des blocages sensoriels, des difficultés à voir, à ressentir, des difficultés à être parasité par le bruit, des difficultés à toucher ou à être connecté à son organe génital. Je vous dirais de ce point de vue-là qu'il y a des hommes qui sont sensibles au niveau de la peau et du toucher. Il y a des hommes qui sont moins sensibles au niveau de la peau et du toucher. Eh bien, au niveau de leurs organes génitaux, en tout cas de leur organe génital, ça peut être la même chose. Il y a des hommes qui sont très sensibles au niveau de leur pénis et particulièrement de leur gland. Et il y a des hommes qui sont moins sensibles au niveau de leur pénis et de leur gland. À savoir que le gland, c'est environ 4000 terminaisons nerveuses par centimètre carré, là où le clitoris chez la femme, c'est 10 000 terminaisons nerveuses par centimètre carré. Mais cette quantité de terminaisons nerveuses par centimètre carré ne prédétermine pas la façon dont chacun de nous va codifier son schéma corporel et particulièrement la sensibilité de notre toucher dans notre corps. Dans les troubles du désir, on peut aussi avoir des altérations de la motivation qui peuvent être de multiples origines. Et l'origine principale que je retrouve en consultation, moi, c'est quand même le stress. Il y a des stress très importants aujourd'hui pour les hommes, des stress à la fois d'adéquation entre leur éducation et ce qui est attendu d'eux dans la société, et notamment de leur comportement au sein des couples. Et puis, il y a énormément de stress de performance aussi, dans certains cas, pour fournir une érection, en tout cas, ce qui est demandé des fois par certains couples dans le cadre de leur sexualité. Et puis, on peut avoir aussi des couples dans lesquels la communication est insuffisante ou difficile à mettre en œuvre, encore une fois, parce que les hommes sont malheureusement pas toujours assez encouragés à communiquer dès l'enfance, notamment à travers les jeux. Et si vous avez l'occasion de regarder la façon dont sont genrés les jeux et la façon dont les enfants jouent entre les petites filles et les petits garçons, ça va être un peu caricatural ce que je vais vous dire, mais quand on a des petites filles qui utilisent beaucoup la dinette, les poupées, elles basent énormément leur jeu sur le langage. Quand vous avez un petit garçon qui joue aux cow-boys et aux indiens ou à la petite voiture, en général, il va plutôt faire des bruits genre vroom vroom, pan pan pan. En termes de soutien du langage, on ne peut pas vraiment dire que ce soit équivalent. Donc voilà, c'est tout bête, mais ces choses-là, elles restent aussi dans la vie. Et puis, sans oublier ce que je vous disais tout à l'heure sur les représentations du masculin. Un homme, ça doit être dur, un homme, ça doit pas pleurer, un homme, etc. Donc on sait aujourd'hui que c'est toxique pour leur développement, évidemment. Et puis sur ce qui peut générer du trouble du désir face à la maladie, je vous en disais un petit mot tout à l'heure, je vous ai dit l'hormonothérapie, mais il y a aussi les questions de chirurgie. Évidemment, si on opère une prostate et qu'on lèse les fibres nerveuses qui passent le long de la prostate parce qu'il faut les décoller pour pouvoir enlever la prostate en toute sécurité, et eh bien évidemment, à un moment donné, si les nerfs ne sont plus connectés, ça va être compliqué pour générer
une bonne connexion entre le cerveau et tout ce que ça amène de désir, et puis l'ouverture des corps caverneux qui se fait à l'étage en dessous. La radiothérapie qui peut localement aussi abîmer et à la fois les organes et à la fois les nerfs, et puis les médicaments qui peuvent aussi amener, et notamment par les effets indirects liés aux effets secondaires, de la fatigue, des nausées. Et quand on est nauséeux, personne n'a forcément envie d'aller s'amuser avec ses organes génitaux. Ce que ça va entraîner, parce que le trouble du désir est quand même assez fondateur chez l'homme et peut entraîner des troubles de l'excitation. Donc les troubles de l'excitation, ça va être la dysfonction érectile pleine, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment l'incapacité à obtenir une érection, ou alors on peut avoir simplement des fois une insuffisance érectile, c'est-à-dire que les corps caverneux, sous l'effet de l'excitation, vont commencer à se remplir, mais comme ils ne sont pas suffisamment remplis, il n'y a pas de tension au niveau du fourreau de la verge, au niveau de l'albuginée étant vraiment une enveloppe assez ferme en tout cas, qui permet au corps caverneux d'avoir leur taille maximale. Et si cette enveloppe n'est pas complètement serrée, au niveau des corps caverneux, il peut y avoir de l'espace dans lequel le sang veineux va refluer. Le sang artériel arrive par l'intérieur des corps caverneux et il reflue par l'extérieur des corps caverneux. Donc si ce n'est pas bien collé, plaqué autour, eh bien il peut y avoir ce qu'on appellerait une fuite veineuse entraînant une insuffisance érectile. De fait, les hommes ayant une verge pas pleinement dure vont pouvoir avoir des difficultés à assurer une pénétration. Dans ce cas-là, il peut y avoir aussi des perturbations au sein des rapports, notamment parce que les hommes peuvent aussi avoir des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs à la pénétration, soit parce que localement leur organe génital est un peu abîmé, soit parce qu'il y a les séquelles d'une chirurgie, mais de toute façon, après une chirurgie du pénis ou des testicules, évidemment, on demande un temps de non-sexualité pour permettre une cicatrisation, mais dans tous les cas, ça peut arriver qu'il y ait un besoin de rapprochement, un désir d'activité corporelle, génitale, charnelle, que ça entraîne une érection et que cette érection soit douloureuse en elle-même. Il peut y avoir aussi des dyspnées, c'est-à-dire des insuffisances respiratoires qui vont s'associer en lien avec les traitements. Et donc, si on a du mal à respirer, on va avoir du mal à assurer un certain rythme de sexualité. Encore une fois, parce que il n'est pas rare que dans la sexualité de l'homme, les hommes soient les directeurs du mouvement, ceux qui entreprennent le mouvement, et donc faire cet effort physique demande de l'énergie, demande un bon cardio, demande une bonne respiration, ce qui peut être parfois limitatif chez certains hommes qui seraient fatigués. Certaines positions aussi vont pouvoir être favorisées et d'autres moins, et notamment les positions où l'homme va être à plat dos. S'il y a une érection qui n'est pas de suffisamment bonne qualité, ça va entraîner des difficultés. Et puis évidemment, il peut y avoir des incontinences, c'est-à-dire des fuites d'urine en cours de rapport sexuel, et ce qui est en général mal vécu par les garçons. Je termine rapidement pour cette diapo sur les dysorgasmies, parce qu'on en a quand même quelques-unes d'autres à vous proposer. Il peut y avoir aussi des modifications des perceptions, j'ai envie de dire, sensorielles d'une manière générale au niveau de l'organe génital chez l'homme, ce qui fait qu'un homme peut avoir du mal à se retrouver dans ses sensations et perdre son excitation au fur et à mesure. Et il peut y avoir aussi un inconfort corporel global et une incapacité à obtenir un orgasme parce que justement, l'ensemble des facteurs vont faire que ça va être plus difficile. Alors j'en profite parce que j'ai vu passer un petit mot par rapport à la question du priapisme. Oui, il peut y avoir probablement plus en séquelles de chirurgie ou de radiothérapie un priapisme qui s'installe chez un homme. Alors, s'il y a une insuffisance érectile initiale, c'est pas forcément ce qu'on va retrouver de plus fréquent en termes de conséquences, mais ça pourrait très bien arriver malgré tout, parce que s'il y a un problème de flux et de reflux sanguin et que le sang ne reflue pas, évidemment, il pourrait y avoir un priapisme. Je vous rappelle qu'un priapisme, c'est une urgence chirurgicale. Il faut rapidement aller aux urgences. J'ai dans ma mémoire l'idée qu'il faut essayer d'y aller dans les 3 heures. En tout cas, qu'une érection qui durerait plus de 3 heures, c'est objectivement pas normal. Le corps n'est pas prévu pour ça. Il faut rapidement aller aux urgences pour aller avoir une décompression qui est le plus souvent chirurgicale. Ça pourrait arriver aussi, mais j'en reparlerai tout à l'heure,
Quand on fait des injections intracaverneuses, si jamais à un moment donné on s'est trompé de dose et qu'on a mis une trop forte dose, ça pourrait être un effet secondaire d'un excès de dose dans une injection intracaverneuse de prostaglandine. Et là, à ce moment-là, même chose, de toute façon, il faut aller consulter aux urgences rapidement. Voilà pour cette Alors, diapositive. excuse-moi, je viens de te couper. Vas-y. C'est pas pour ça. Alors, lors de la préparation justement de ces webinaires, tu as souligné aussi l'importance de la notion de la symbolique des organes et justement ce que cela implique aussi dans la sexualité. Oui. Je vous ai parlé pas mal tout à l'heure de la symbolique de ce qui concerne la masculinité. On a chez les hommes beaucoup de stéréotypes. Je vous en parlais tout à l'heure, notamment le fait que un homme, ça doit bander, quoi. Euh, c'est pas une représentation qui ne concerne que les garçons, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont ce type de représentation. J'ai souvenir d'un homme qui m'avait confié ça il y a un certain nombre d'années, qui m'avait dit, bah oui, c'est vraiment difficile en ce moment. Et puis, bon, c'était un contexte un peu particulier. Je pense que lui et son épouse avaient l'occasion régulièrement d'aller boire un verre au bar du coin. Et un jour, son épouse, je pense avec un verre un verre de trop dans le nez, avait dit à qui voulait bien l'entendre, ah, de toute façon, machin, c'est plus un homme, il peut plus bander depuis qu'il a eu la prostate, quoi. Bon, c'est toujours très intéressant de voir comment les gens se saisissent du vocabulaire. Elle n'avait pas parlé de cancer, elle avait parlé d'attraper la prostate. Bon, c'est toujours un peu, alors amusant sur le coup, beaucoup moins drôle pour le patient parce qu'effectivement, il y a une humiliation qui était importante pour lui et qui était très mal vécue. Et probablement qu'à l'époque, il n'avait pas, lui, non plus osé peut-être dire au médecin qu'il avait besoin de continuer à assurer cette fonction. Et c'est assez particulier parce que finalement, ces aspects de masculinité à travers le fait d'être en érection et de pénétrer, parce que c'est finalement ça aussi la question, l'enjeu qui est derrière, un certain nombre d'hommes sont attendus par leur capacité de pénétration. C'est pas le cas dans tous les couples, mais ça reste quand même énormément au premier plan, et aussi parce que de génération en génération, évidemment, c'est quelque chose qui se recycle. Et puis il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est que l'organe génital de l'homme, il l'a sous les yeux depuis sa naissance, il peut l'attraper, il peut le saisir, il peut jouer avec, il le sent grandir dans sa main, il doit le décaloter pour le laver et éventuellement pour uriner, il doit aussi le tamponner pour l'essuyer, c'est quand même mieux pour les messieurs, et puis faire pipi assis, c'est mieux aussi, je referme la parenthèse, mais du coup, utiliser cette fonction-là du pénis décaloté, essuyé, chose auxquelles les hommes finalement pensent peu, fait qu'on est en contact très régulier avec son organe génital. Donc il existe, il est présent, et ça représente pour un certain nombre d'hommes une certaine fierté. Moi, j'ai souvenir de papas avec des bébés nouveau-nés qui s'extasiaient devant la taille de l'organe de leur bébé. Bon, il se trouve que même les bébés ont des érections, donc probablement que le bébé était en érection à ce moment-là, et le père était tout content. Ah, mon fils, ah, ce sera un homme, etc. Oui, bon, ben, en fait, il se trouve qu'il peut être un homme sur bien des aspects et pas juste parce qu'il est capable d'avoir une érection. Et ça, c'est un discours qui est quand même assez récent, y compris dans un discours qui est plutôt féministe et qui est OK parce que c'est important. Décentrer l'homme de son devoir de pénétrer, c'est aussi important pour les hommes que pour les femmes pour pouvoir apprendre à trouver autre chose dans les motivations à la sexualité. Parce qu'il faut qu'on puisse élargir nos motivations à la sexualité, notamment en revenant au fondamental de la sensualité. Mais ça, je ne voulais pas développer ici parce que je me suis dit qu'on n'aurait pas forcément le temps, mais peut-être je vous en reparlerai à la fin sur les aspects de développement de sexualité. Donc ce diktat de la fonction sexuelle, il faut vraiment s'en méfier chez les hommes et surtout bien les accompagner dans l'idée que ce n'est pas la seule réponse à fournir quand on est un homme. Être un homme dans un lit, ce n'est pas que avoir une érection, c'est aussi savoir utiliser son corps et du coup, ça aide énormément quand même à l'amélioration des conditions de sexualité au sein des couples. Qu'on soit en couple avec un homme ou avec une femme, d'ailleurs, ça change rien du tout. Néanmoins, il faut quand même aussi lutter un peu contre le regard, et notamment le regard des autres hommes, parce qu'il y a toujours ce fond de rivalité, d'espèce de compétition qu'on retrouve beaucoup chez les hommes, et à la fois sur la taille des organes génitaux, sur leur efficacité, sur leur capacité à tenir et à fournir une sexualité, et notamment le grand mythe, faire jouir les femmes.
Alors évidemment, dans les consultations, on va chercher à déconstruire ça, et notamment en expliquant aux hommes que ce ne sont pas les hommes qui font jouir les femmes, mais que ce sont les femmes qui se font jouir avec leur partenaire, quelque part en utilisant leur partenaire. Et quand on leur explique que pour eux, ça marche aussi comme ça, c'est vrai que ça peut faire sens. Autre élément qui est très important dans la symbolique des organes, qui est aussi la question de la procréation, parce qu'évidemment, on attend aussi chez l'homme qu'il fournisse une érection et une éjaculation. C'est le cadeau qui est fait à la femme. Donc quand il n'y a plus d'éjaculation, il y a un certain nombre d'hommes pour qui ça crée vraiment des perturbations parce qu'ils ont le sentiment de ne pas honorer correctement leur partenaire. Et puis malgré tout, il y a aussi des partenaires dans lesquels il y a des enjeux, notamment chez les jeunes partenaires, de procréation. Avoir un enfant dans ce couple, ça peut être important. Donc s'il y a eu un cancer du testicule, des fois c'est compliqué. Il a fallu faire un dépôt au SECOS, qui est le laboratoire pour les gamètes, où on dépose les gamètes. Et des fois, en fonction des traitements et des chimiothérapies qu'on a eues, peut-être après, il peut y avoir une infertilité. Donc ça peut entraîner beaucoup de difficultés chez certains garçons qui vont se sentir peut-être diminués dans leur capacité aussi à transmettre. Alors, c'est bête à dire, mais c'est une partie de leur patrimoine génétique, parce qu'il y a des gens pour qui ça compte, en fait. Il y a des gens qui seraient OK pour dire, bon, c'est pas grave, on va faire autrement, on va aller adopter un enfant. Et puis il y a des gens pour qui c'est, non, finalement, je préfère que ce soit un enfant de mon sang, de mes gènes, quoi. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la symbolique des organes. Et puis aussi, si quand même, juste une dernière petite chose, c'est on a valorisé beaucoup le fait d'aider les femmes à accepter la forme et la taille de leur vulve à travers le fait de communiquer sur comment dire, le festival de la vulve. Moi, j'avais vu ça en Suisse l'année dernière, où il y avait des vulves qui étaient représentées de manière symbolique, de manière photographiée, avec des représentations, euh, avec des plâtres, en 3D entre guillemets, pour accompagner le fait d'aider les femmes à accepter et à mieux vivre la représentation de leur organe génital. Euh, on n'en est pas encore là pour les hommes, parce que cet aspect phallique serait probablement considéré comme très malvenu dans un monde qui est déjà très patriarcal et dans lequel la symbolique du masculin est souvent malvenue, notamment à travers les excès de pénétration des hommes dans tout ce qui concerne les affaires d'agression sexuelle ou de viol. Donc on voit bien à quel point, encore une fois, la symbolique des organes, elle est des fois à double tranchant, et pour le masculin qui se pose des questions, ça peut être fragilisateur de sa représentation, de sa masculinité. Être ou ne pas être à travers son érection, ça peut être aujourd'hui un vrai sujet pour un certain nombre de garçons. Et en tout cas, j'ai l'impression dans mes consultations que j'ai beaucoup d'hommes qui, quand ils ont un niveau de stress qui est élevé, ils sont en échec dans leur capacité à fournir une érection, et que ça interpelle énormément les couples, et notamment les femmes qui, des fois, certaines femmes ont du mal à comprendre comment c'est possible. Alors, là, on va aborder justement, enfin, tu vas aborder plutôt des conséquences justement des traitements et des chirurgies justement sur la sexualité. Alors, les conséquences de la chirurgie, principalement, ça va être, alors, ça dépend du type de cancer, évidemment. On va faire du bas vers le haut, on va dire, si on peut faire comme ça. Si on est sur le testicule, sur une chirurgie du testicule, la majorité du temps, on enlève l'intégralité du testicule. Et dans ces cas-là, si on n'enlève qu'un seul testicule, il n'y a pas de problème, puisque l'autre testicule est là pour assurer la fonction qu'on appelle exocrine et endocrine, c'est-à-dire fabriquer les spermatozoïdes et fabriquer la testostérone. Si jamais, pour X raison, l'autre testicule ne fournissait pas assez, et notamment sur le plan hormonal, on peut améliorer à travers le fait de faire des injections en testostérone. Si toutefois on devait enlever les deux testicules, parce que malheureusement il y a des cas où ça arrive, alors à ce moment-là, l'homme serait quelque part contraint toute sa vie à recevoir des injections de testostérone régulièrement, parce que même si il peut y avoir une légère sécrétion de testostérone par les surrénales, ça reste quand même chez l'homme principalement les testicules qui fabriquent la testostérone. De fait, s'il n'y a pas de testostérone chez l'homme, avoir une érection devient quasiment impossible. C'est aussi une des conséquences de certains traitements, et notamment l'hormonothérapie dans le cancer de la prostate. Alors du coup, le cancer de la prostate, conséquence chirurgicale principale, quand on vient enlever la prostate, on est obligé de décoller les nerfs qui sont les nerfs érecteurs et qui passent le long de la vessie et derrière les vésicules prostatiques.
Alors, on enlève les vésicules prostatiques, les vésicules séminales, on décolle les nerfs. Si on décolle les nerfs, vu que les nerfs, c'est quelque chose de très fragile, on a un fort risque de léser la conduction de l'information entre la moelle épinière et les corps caverneux, là où on va avoir besoin d'ouvrir les artères. Donc, il est très fréquent aujourd'hui dans une chirurgie de la prostate d'avoir une dysfonction érectile, mais je voudrais quand même vous rassurer sur le fait que l'évolution des chirurgies de la prostate ces 10-15 dernières années a été quand même assez extraordinaire, parce que avant, notamment, on était obligé d'ouvrir, faire une laparo ou une célioscopie, les outils, c'était difficile à manier, même si évidemment les chirurgiens font ça très bien parce que c'est leur job au quotidien, mais euh, faire et détacher, c'était quand même assez invasif sur le plan local. Aujourd'hui, avec les robots, il y a que ce soit au CHU où il y a plusieurs cliniques qui sont équipées d'un robot, les chirurgies deviennent de la microchirurgie, notamment autour de la prostate, ce qui permet vraiment de préserver, dans une majorité des cas, les fibres nerveuses. Donc, euh, toutes les dysfonctions érectiles qu'on pouvait avoir en prostatectomie radicale il y a 10-15 ans, aujourd'hui, on améliore quand même énormément les choses. Alors, j'ai pas les statistiques en tête, mais je vois dans mes consultations que la revenue de l'érection spontanée naturelle chez l'homme au bout de 18 mois à 2 ans est quelque chose qui est bien plus fréquent aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ou 15 ans. Donc ça reste quand même quelque chose de très rassurant, même si évidemment pour certains hommes, il y aura de toute façon des complexités parce qu'on sera obligé de couper les nerfs érecteurs. S'ils sont pris dans la tumeur, on n'a pas le choix, il faut les enlever. Donc là, à ce moment-là, il ne pourra plus y avoir d'érection guidée par le désir psychique, il faudra avoir une supplémentation locale de la fonction. À ce moment-là, on a plusieurs outils pour ça. On a soit les injections de prostaglandine qui se font avec des petits stylos comme des stylos à insuline dans le côté des corps caverneux. On peut avoir aussi des fois des crèmes au niveau local qui peuvent aider à améliorer notamment la trophicité du gland. Et puis dans tous les cas, on peut utiliser des anneaux péniens, on peut utiliser des pompes à dépression qu'on appelle aussi des vacuums pour aider à avoir une érection qui soit un peu plus mécanique et qui permette à l'homme de s'y retrouver. Petit bémol, quand on a certains dispositifs, ça peut arriver que l'érection soit seulement sur la partie pubis-gland, et auquel cas, à cet endroit-là du pénis, le sexe est dur, mais au niveau du périnée, il va rester mou. Donc auquel cas, l'homme va être obligé de tenir la base de son pénis pour pouvoir assurer une éventuelle pénétration. Sur la question du cancer du pénis, alors ça c'est autre chose. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un petit peu deux types de cancers, le papillomavirus et les cancers dermato. Dans ces cas-là, si c'est un papillomavirus, principalement, c'est pas que, mais principalement, il va surtout être localisé au niveau du gland. Et c'est pour ça que c'est important d'aller rapidement au dépistage et en tout cas aller voir un médecin pour être pris en charge. Parce que si ça envahit trop, on est obligé de faire une glandulectomie totale. Et là, à ce moment-là, on perd l'intégralité de l'afferentation nerveuse et sensorielle du pénis pour les ressentis de l'homme. Donc, auquel cas, s'il n'y a plus de gland, l'homme ne va plus sentir, ou quasiment peu, parce qu'il y a beaucoup moins de sensibilité au niveau des corps caverneux et du fourreau de la verge, qui est la partie de la peau qui coulisse entre le pubis et le gland. Et à ce moment-là, évidemment, s'il n'y a plus de sensation, et ben, en termes de motivation à la sexualité, ça va vite s'arrêter. Quand on a une lésion qui est latérale du gland ou des corps caverneux, c'est plus facile à entraîner en termes de chirurgie et de réparation, mais ça peut quand même nécessiter dans certains cas une réparation plus complète, plus complexe, et à ce moment-là, on peut utiliser les prothèses péniennes, qui restent des chirurgies qui sont très délicates à faire. Il faut avoir conscience que, comme je vous le disais tout à l'heure, si le dépistage est assuré relativement précocement pour ces différents types de cancers, les médianes de survie sont quand même de très très bonne qualité parce qu'on a la possibilité d'enlever plutôt facilement ces organes, même si ça va avoir évidemment une conséquence majeure sur la fonction sexuelle. C'est là où des fois, dans l'enjeu de survie du cancer, eh bien malheureusement, la sexualité peut se retrouver dans la balance et on va être obligé de perdre en sexualité pour gagner en médiane de survie dans certains cancers s'ils sont un peu avancés. Dans tous les cas, les troubles peuvent être majoritairement transitoires parce qu'on peut bien les accompagner. Néanmoins, et je vous l'ai mis là en plein milieu, même quand la fonction érectile est plutôt préservée par une préservation des nerfs érecteurs, il n'est pas rare que les messieurs aient
du fait de cette angoisse de ne plus pouvoir fonctionner, un état de stress qui soit majoré et qui en lui-même soit pourvoyeur d'une dysfonction sexuelle. Donc c'est pour ça que c'est important pour les hommes de se rassurer, et parfois ils ont besoin de certains médicaments ou de certains traitements pour avoir cette réassurance, et de bien leur dire que c'est dans le temps qu'on mesure si la fonction va revenir. Et quand ils arrivent à avoir des érections spontanées la nuit, c'est là où on peut les rassurer en leur disant, écoutez messieurs, s'il y a une érection spontanée la nuit, même si c'est qu'un tout petit murmure de grossissement de la verge, ça veut dire que les artères s'ouvrent et que le sang peut venir. Donc ça veut dire que les choses sont en train de se rétablir. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour eux, parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir réinvestir leur fonctionnalité sexuelle. Dans tous les cas, quand la fonctionnalité sexuelle pénienne est importante, évidemment, on va travailler sur tout le reste de la sensualité pour améliorer les scripts sexuels au sein des couples, mais on peut quand même, on a plusieurs outils pour assurer la supplémentation de la fonction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, selon les besoins. Testostérone si on n'a pas d'hormonothérapie, parce que sinon, évidemment, les traitements sont antagonistes et ça ne peut pas marcher. Injection intracaverneuse, des fois des pilules style Viagra ou Cialis peuvent aider à améliorer la fonction sexuelle si les nerfs sont conservés. Il y a l'anopénien, il y a le vacuum, il y a les injections intracaverneuses de prostaglandine, il y a les injections intra-urétrales de prostaglandine. Ça, c'est une petite pipette qu'on utilise pour mettre un produit à l'intérieur du méa du gland. Et puis, en dernier recours, on peut espérer, si besoin, assurer avec une prothèse pénienne. Évidemment, on invite énormément les messieurs à rester en forme et à être présents, à être dans la communication de leur couple, parce que c'est aussi ça qui va compter énormément dans le fait de pouvoir réapprendre les scripts sexuels avec leur partenaire, parce que c'est aussi par ce biais-là que ça va s'améliorer. Néanmoins, une petite parenthèse sur le sujet, ne jamais oublier de s'assurer de mesurer s'il n'y avait pas déjà, avant l'arrivée de la maladie, un trouble sexuel, parce que les dysfonctions érectiles liées à des conflits de couple, c'est légion au sein des couples. Évidemment, les hommes en parlent très peu, mais c'est une réalité clinique. Il y a des couples qui sont en difficulté déjà avant la maladie, et c'est pas parce qu'il va y avoir la maladie que ça va être mieux après. Bien au contraire, la maladie ne peut qu'aggraver la situation de la fonction érectile chez un homme qui serait déjà fragilisé. Donc il faut quand même avoir bien mesuré avant, parce que si un homme vient et dit ah ben non mais ça marche plus, c'est que l'opération, alors que pour nous tout va bien, enfin tout va bien sur le plan chirurgical et fonctionnel, en fait, c'est des fois que l'antériorité du couple est peut-être le facteur principal en lien avec le fait que la fonction sexuelle ne se remet pas en place de manière satisfaisante pour l'homme ou pour le couple. Voilà pour cette diapo. Alors, ce qui paraît, important, je pense que c'est l'accompagnement aussi. Quand on vit, cette situation-là, alors qu'on soit, patient ou qu'on soit proche, l'importance d'être accompagné, mais par qui? Être accompagné et comment? Alors, surtout là, on va sur les aspects de modalités d'accompagnement, Mmh. bien évidemment, là où les hommes sont pris en charge, ils ont les médecins avec qui ils vont pouvoir en parler. Néanmoins, il y a des médecins parfois qui se sentent pas forcément tout à fait à l'aise pour aborder le sujet, et je voudrais les rassurer, leur dire attention, ce qui est important, c'est pas de tout savoir sur la sexualité. Ce qui est important, c'est que quand on est élu par le patient, il faut accueillir sa plainte. Et ça, il n'y a pas besoin d'une compétence particulière autre que celle de l'écoute. Et cette écoute-là, c'est bien le plus important. Permettre un lieu d'accueil pour que l'homme puisse parler de sa souffrance, l'homme ou le couple, évidemment, à ce moment-là, ça permet déjà de dégrossir un petit peu les grandes problématiques qui ont attrait à qu'est-ce qui ne va pas dans le fonctionnement du couple, et si c'est un fonctionnement de couple ou un fonctionnement sexuel, au sens fonctionnel. Évidemment, aussi dans les services, il peut y avoir des infirmières qui sont formées, sensibilisées à l'accompagnement, notamment dans tout ce qui est consultation d'annonces et organisation de consultation d'annonces. Il y a des infirmières qui ont des compétences en sexologie, qui sont formées en sexologie, donc qui peuvent aussi accueillir et accompagner les couples dans ces dimensions-là. Et puis, il y a aussi les psychologues et les sexologues d'une manière générale, qui se forment évidemment pour l'accompagnement des couples. Comme je vous le disais, il ne faut jamais oublier de vérifier quelle est l'antériorité du couple, parce que la sexualité, pour beaucoup de couples, c'est une transaction relationnelle. C'est-à-dire que ça fait partie des éléments fondateurs de la relation du couple, et que s'il n'y a pas cette sexualité, eh bien, il peut y avoir des tensions, des insatisfactions, des frustrations qui vont gêner le bon fonctionnement du couple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la chirurgie, elle peut servir à enlever le cancer, elle peut servir aussi à réparer des tissus qui ont été abîmés.
D'un point de vue chimique, il y a les pilules, les injections, etc. Et puis, chose auxquelles on ne pense pas forcément, parce qu'il y en a moins, évidemment, c'est la question du soutien associatif, mais il y a aussi des hommes dans certaines associations. Alors, ça n'a pas en lien direct, parce qu'on en a moins parlé, mais qui était le cancer de l'anus chez l'homme. Quand il y a la nécessité d'avoir une poche, une stomie digestive, souvent ce qu'on appelle une colostomie, il y a des associations de patients colostomisés et dans ces associations, il y a des hommes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les voir et en parler parce que le cancer du côlon est lui aussi un pourvoyeur de dysfonction érectile. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure du passage des nerfs derrière la vessie et derrière la prostate. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Eh bien, il y a le côlon. Donc, quand il y a une amputation du côlon, évidemment, parfois il y a aussi une lésion des nerfs érecteurs. Donc, même une amputation du côlon peut entraîner des dysfonctions sexuelles. Et puis dans tous les cas, même si c'est souvent moins le cas chez les hommes, on peut aussi aller vers les médecines douces, aller faire tout simplement une séance de sophrologie, aller faire une séance de Reiki. Alors après, moi, j'ai pas de, je suis assez ouvert parce que finalement, en 15 ans d'exercice, mes patients m'ont témoigné de tellement de choses qu'ils ont été faire, qu'ils ont été voir, qui les a aidés, qu'on peut pas passer à côté, que parfois une séance, j'allais dire chez un magnétiseur parce que c'est l'exemple qui me vient, une séance dans laquelle on prend le temps de s'arrêter et de prendre soin de soi, eh bien, ça fait du bien. Après, est-ce qu'on sait pourquoi, comment ça marche? Il faut avoir l'humilité d'accepter l'idée que parfois, on ne sait pas comment ça marche, mais si ça fait du bien, eh bien, c'est là l'essentiel. Mais ça ne doit jamais se substituer à une bonne prise en charge médicale. Et ça, c'est valable chez tout le monde, c'est-à-dire qu'on aille chez un sexologue qui soit issu du milieu médical ou autre, ou qu'on aille voir d'autres professionnels dans les médecines douces, il ne faut jamais oublier d'avoir bien fait le tour des aspects purement médicaux avant d'aller vers ces médecines. Et aussi notamment parce que s'il y a des choses qui ne sont pas réglées d'un côté, on ne peut pas chercher à les améliorer de l'autre si on n'a pas traité la cause initiale. Donc il faut bien toujours d'abord s'assurer qu'on a fait le job du côté de la médecine avant d'aller vers les médecines douces. Et des fois, ça peut se faire en parallèle, évidemment, selon les accompagnements. J'ai une pensée notamment je pense à médecine douce, je pense aussi aux granules, les granules d'homéopathie. Ben, voilà, si on a un pharmacien qui s'y connaît, si on a un médecin qui s'y connaît, eh bien, ça peut être aussi l'occasion d'en parler avec eux parce que des fois, sur certains effets secondaires liés au traitement, eh bien, pourquoi pas, il y a des patients qui m'ont déjà témoigné que ça leur avait donné le sentiment d'avoir amélioré des effets secondaires, notamment en cours de chimiothérapie. Alors, il me semble qu'on a une dernière diapo justement sur, bah voilà, où je voulais en venir, à qui on peut s'adresser justement. Donc, par rapport, voilà, je pense que tu as un réseau et justement, tu peux nous en parler et de, voilà, tout ce qui existe, que ça soit pour les patients, mais aussi pour les professionnels, voilà, pour aller plus loin. Alors, comme je vous le disais à l'instant, évidemment, sur les professionnels, hein, les professionnels de santé, médecins, dans les services d'urologie, ils sont habitués, hein, c'est leur pain quotidien. Les infirmières, et souvent, il y a des infirmiers aussi, évidemment, les psychologues, formés à la sexologie dans tous les cas, parce qu'il y a des médecins, des infirmières, des psychologues, des pharmaciens, des sages-femmes aussi, alors même si ça concernera un peu moins les hommes, qui sont formés à la sexologie d'un point de vue universitaire. Évidemment, vers ces professionnels-là, vous pouvez y aller la majorité du temps les yeux fermés, parce que la formation universitaire les prépare aussi énormément à ces questions de prise en charge, mais on a aussi au sein des institutions, enfin c'est au sein des institutions et dans les réseaux libéraux, on va retrouver ces professionnels. Localement, d'ailleurs, il y a des sexologues au CHU de Rouen. Il y en a aussi au centre Henri Becquerel, qui est le centre local. Et sur le centre François Baclès, il y en a aussi, puisque j'ai une collègue qui travaille en service d'urologie et qui est sexologue, qui travaille au CHU. Et à Baclès, il y a une collègue qui est psychiatre, qui est le docteur Karine Segura-Jazz. Gézard, pardon. Je ne voudrais pas écorcher ton nom, Karine. J'espère que tu ne m'en voudras pas si tu es là. Et à la Et puis, clinique Mathilde. Et puis, alors la clinique Mathilde, alors moi j'exerce aussi à la clinique Mathilde, mais c'est en libéral. C'est pas tout à fait la même chose, puisque là, à ce moment-là, les patients vont payer leur consultation. Néanmoins, avec les réseaux, dans les réseaux, notamment les réseaux de cancérologie, le réseau Onco-Normandie, je pense particulièrement, on peut avoir une prise en charge de certaines consultations, un certain nombre de consultations, qui vont permettre pour les patients qui n'en auraient pas forcément les moyens, d'avoir un soutien financier de ce point de vue-là. Et puis avec le réseau Onco-Normandie, on s'évertue aussi à fournir un listing des professionnels
qui sont formés et qui sont en mesure d'accompagner les patients dans leurs difficultés en lien avec un cancer et dans le cadre de leur sexualité. C'est ce qu'on appelle aussi l'annuaire des soins de support. On en retrouve cet annuaire des soins de support dans les hôpitaux, dans les institutions, dans les CLCC, les centres de lutte contre le cancer, et dans les réseaux comme le réseau Onco-Normandie. Et puis il y a le réseau de la métropole rouennaise aussi qui regroupe un certain nombre de professionnels. Il y a les livrets. Je ne sais pas si on en avait parlé en plus, Oui, mais il y on avait a abordé des livrets, le livret de la Ligue aussi, ça. qui était fait Alors il y a dessus. plusieurs, Ouais. il y en a plusieurs, et d'ailleurs dans le réseau Onco-Normandie, on est en train de préparer une page internet là avec les collègues et merci encore au réseau Onco-Normandie pour le travail qu'ils font de mise en page, de ressources internet, et comment dire, de synthèse aussi des informations qu'on peut retrouver. Et il y a plusieurs petits livrets qu'on peut aborder. Il y a des livrets notamment qui ont été faits par la Ligue contre le cancer sur sexualité et cancer, sur fertilité et cancer. Je crois qu'il y a aussi des livrets en lien avec l'AFSOS, l'Association française des soins oncologiques de support. Oui, il y a un référentiel de l'Absos. Voilà. Voilà. On peut retrouver, si on n'ose pas tout de suite aller voir son médecin, on peut chercher sur Internet et trouver des informations utiles, déjà s'en imprégner et puis au besoin après aller vers les professionnels. Alors, concernant le livret Absos, sinon, voilà, là, il est en cours d'être mis à jour. Donc, il devrait sortir avec la mise à jour, justement. Et si on veut se former, justement. Ah, Pour ah. se former. Alors, pour se former, il y a différents niveaux de formation. Il y a les formations de diplôme universitaire. Alors, il y en a sur Paris, qui sont ouverts un peu plus large que simplement quelques professions de santé. Il doit y avoir un DU de santé publique et de sexualité sur Paris. Et dans tous les cas, pour les professionnels qui voudraient se former et qui travaillent déjà en cancérologie, il y a le diplôme universitaire d'oncosexologie, qui là vous apportera un niveau de 2 ans de formation en sexologie, qui est un niveau de référent en santé sexuelle et qui est vraiment très intéressant. Alors de mémoire, il doit y en avoir un à Bordeaux, un à Toulouse. J'ai un doute sur le fait qu'il y en ait un dans la région, mais dans tous les cas, certaines de ces formations peuvent se faire aussi en distanciel. Le tout, c'est de se rapprocher des universités. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'AIUS, l'association interuniversitaire de sexologie, parce que c'est cette association-là qui regroupe et à la fois les diplômes interuniversitaires, c'est-à-dire les diplômes qui sont sur 3 ans, moi c'est la formation que j'ai fait pour être sexologue, et puis à la fois il regroupe les diplômes universitaires d'oncosexualité. Voilà, voilà. Alors, et puis il y avoir aussi des fois des formations plus courtes, hein, mais attention, hein, les formations ne donnent pas forcément le titre de sexologue, hein, je vous mets en garde. Par contre, certaines formations amènent évidemment énormément de qualité, que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan clinique, pour se préparer et être d'autant plus à l'aise à aborder ces sujets-là avec nos patients, bien sûr. Je crois qu'on a fait le tour là. Voilà, je pense, ouais, on a fait le tour. Bah, merci pour encore la qualité de ton intervention, Richard, et ton expertise. On va voir s'il y a des questions. Je sais pas, j'ai pas eu. C'est le moment. Alors, j'avais vu moi tout à l'heure des petits mots qui étaient passés, mais c'est vrai que. Non. Alors, je sais pas si vous aviez des questions. C'est le moment. Alors, je reviens sur la question du priapisme parce que finalement, je l'ai un peu éludé tout à l'heure sur si jamais un patient utilise les injections de prostaglandine, ce qu'on appelle les injections d'EDEX, euh, qui est un des produits pharmaceutiques employés, si jamais il y a un surdosage, il peut y avoir un priapisme. Et donc, évidemment, à ce moment-là, si l'érection dure plus longtemps que le temps requis, alors le temps requis pour une injection intracaverneuse, c'est en moyenne entre 30-40 minutes à 1 heure, selon la dose qu'on a mis. Il y a deux choses importantes. La première, c'est que si ça entraîne une dyspareunie à l'érection, c'est-à-dire que l'érection devient douloureuse, c'est probable qu'on ait mis trop de produits. Et la deuxième chose, c'est que si ça dure vraiment plus de 3 heures, c'est qu'il y a un priapisme. Et là, il faut aller aux urgences pour se faire prendre en charge parce qu'il faut une décompression. Pourquoi? Je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure. Tout simplement parce que s'il y a une non-circulation du sang dans les corps caverneux, il risque d'y avoir un problème d'oxygénation des corps caverneux et ça pourrait entraîner des nécroses à l'intérieur des corps caverneux parce que s'il n'y a pas de réoxygénation, eh bien évidemment les tissus vont s'abîmer et ça peut entraîner des dysfonctions érectiles après au long cours.
Voilà pour l'essentiel. Alors, pour répondre à la question d'Olivier, est-il possible de faire un stage dans votre service? Alors, ça dépend de votre métier. Ça dépend si vous êtes médecin, infirmier, psychologue ou autre professionnel de soins. Euh, Parce que du coup, ça dépend aussi des objectifs dont vous allez avoir besoin pour faire un stage. Euh, donc la question est un peu vaste. Ça peut arriver, je sais que ma collègue infirmière sexologue, elle doit recevoir de temps en temps des personnes pour les accompagner en formation, mais je pense que comme moi, c'est surtout des professionnels qui sont engagés dans des cursus de formation de sexologue dans les DU ou les DIU, et là, à ce moment-là, oui. Moi, je sais que étant à 60% dans le service, c'est un peu plus compliqué pour moi de recevoir des, ouais, je prends plus d'ailleurs d'étudiants en psycho ou très très rarement parce que du coup c'est vrai que quand les consultations de sexologie prennent déjà du temps, on préfère avoir des professionnels qui sont déjà sensibilisés, formés pour pouvoir, parce que quelque part on impose aussi des fois, même si on l'impose pas vraiment, hein, le stagiaire au patient, parce que le patient in fine c'est lui qui accepte ou non. Si le patient refuse la présence d'un stagiaire, le stagiaire va aller lire en salle d'attente le temps que je fasse la consultation. Mais dans tous les cas, oui, oui, c'est possible de faire des stages. Et puis si c'est pas dans mon service, il y a d'autres services où il y a des sexologues. Il faut pas hésiter à les demander. Il vaut mieux avoir demandé et avoir pris un refus que de ne pas avoir osé. Comme ça, au moins, ça permet de progresser. Et sinon, dans tous les cas, il y a le réseau. Dans le réseau Onco-Normandie, on donne aussi certaines coordonnées pour que des professionnels qui sont face à des situations puissent en parler et aborder ces sujets-là avec les professionnels qui pourraient correspondre. Dans le réseau de la métropole rouennaise, on va essayer de proposer des séances d'analyse des pratiques professionnelles sur de la clinique en sexologie, mais ça, il faudra se rapprocher du réseau de la métropole pour voir dans quelles conditions on peut accéder à ce type d'analyse des pratiques professionnelles.